C'est le 206e épisode des Techno que nous vous proposons cette semaine. Ça va se passer avec Marc et Xavier. Comme chaque semaine, vous le savez, un autre duo de chroniqueurs, ici Marc et Xavier, pour ce 206e épisode que nous enregistrons le jour du printemps, en tout cas le printemps du calendrier, parce que techniquement c'était hier, hein, je tiens à signaler au passage. Donc voilà, c'est le printemps, et nous retrouvons Marc et Xavier pour parler nouvelles technologies durant grosso modo 1 heure, mais ce sont de grands bavards, donc je pense que, comme d'habitude, ça va un petit peu dépasser, ça va un peu déborder, hein, comme toujours. Bravo la réputation. À chaque fois qu'il fait le coup, quoi. Ben oui, mais c'est que chaque fois, vous dépassez l'heure, en tout cas. Cette fois-ci, j'en dirais le strict minimum. Voilà. Oui, non, merci. Je fais vœu de silence. Donc voilà, est-ce que vous allez bien tous les deux, Xavier? Ça va, un peu fatigué, mais tout va bien. C'est la fin de l'hiver, on sort de l'hiver, le printemps arrive, les oiseaux chantent. La lumière va faire du bien, oui. Ben, je pense que ça va faire remonter un petit peu le taux de vitamine D aussi, du coup, donc c'est pas plus mal. La luminothérapie, c'est bien, mangez-en, les gens. Oui, c'est ça. Vous pouvez en manger. Allez, un petit jingle. Le courrier des auditeurs, vous avez été nombreux à écrire et à réagir à notre dernier hors-série, bonus, extension si vous préférez, par rapport à l'épisode précédent, le 205e épisode, avec un long débat. Je vous l'ai collé, il est illisible forcément parce que... ça fait beaucoup de choses dans la liste. Donc, il y a énormément de communication au sujet de notre dernier épisode, notre dernier bonus, je vais y arriver. Je le rappelle, c'était concernant les GAFA. Faut-il démanteler les GAFA? Alors, il y a plein d'opinions. Il y a des gens qui ne comprennent pas quel serait l'intérêt de les démanteler. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas quel est l'intérêt de les garder. Donc voilà. Je sais pas si pas pour conclure, parce que le débat continue évidemment sur les commentaires, en tout cas en dessous de la vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous l'aviez suivi ce hors-série ou cette actualité. Je vois que vous opinez du chef tous les deux. Ça tombe bien. Est-ce que l'un ou l'autre a un truc à rajouter, quelque chose à dire pour réalimenter quelque part le débat sur cette idée de démantèlement de GAFA? Je vous renvoie évidemment à ce bonus. Je vais pas relancer le débat parce que sinon on est de nouveau parti pour. Et en plus j'ai fait idées. Voilà. Moi je ne suis ni en faveur d'un démantèlement ni en faveur d'un maintien tel quel aveugle. Je suis plus en faveur d'une régulation, mais pas d'une régulation étatique comme certains voudraient la mettre en place. Je suis plus en faveur d'une autorégulation, c'est-à-dire que par certains côtés, les pratiques de Google, d'Amazon, de Facebook et des autres me font un peu penser à des gosses qui découvrent un peu le pouvoir qu'ils ont. Et quelque part, il faut parfois des adultes bienveillants qui leur disent « Ben voilà, maintenant, tu as fait tes conneries, c'est gentil, mais il serait temps de faire les choses un peu convenablement et d'acquérir un minimum de responsabilité. » Et là, le problème, c'est qu'à mon sens, faire intervenir des gouvernements ou des instances officielles ne va jamais résoudre les choses, parce que c'est clair que l'expérience l'a montré à de multiples reprises. C'est pas en commençant à infliger des amendes et à mettre en place des cadres ultra coercitifs que ça va forcément bien se passer. Alors, c'était juste mon opinion. Xavier, peut-être pour conclure. Ah, Xavier a frisé, j'ai l'impression. Xavier a frisé avec un gros truc en plein milieu, là. Oui, il y a une petite, il y a un petit reflet, je ne sais pas exactement, ce sont des choses qui arrivent de temps à autre. Ouais. On espère qu'on va retrouver assez rapidement Xavier, c'est un peu moche quand même, hein. Ça ne l'arrange pas, en tout cas, j'ai envie de vous dire. En fait, on dirait un fond, de loin, on dirait un fond d'écran, un wallpaper avec juste le champ de recherche. Voilà. Et le bouton à droite, c'est tapez votre recherche et Xavier vous répondra. Voilà, c'est un peu ça il est. Donc il a bugué, Xavier. Notre ami Xavier. Ah non, il a pas bugué, il est de retour. Il a entendu tout ce que tu veux en plus. C'est quand même magique. C'est quand même magique. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein, vous l'avez vécu quasiment en direct, même si c'est enregistré. On ne fait pas de coupure dans ces cas-là, vous le savez. On fait des coupures, mais pas volontaires. Oui, c'est ça. Et on enregistre dans les conditions du direct comme ça. Vous savez tout. On peut passer à notre abécédaire si vous le voulez bien.
Oui, du coup, Xavier, je t'ai un petit peu zappé. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter justement par rapport au bonus dont on a parlé juste avant. Rapidement, peut-être. Non, mais c'est un problème qui est vraiment complexe. Et moi, je pense que plutôt que de légiférer ou de bloquer ou limiter les possibilités des GAFA, je pense qu'il faut plutôt essayer d'encourager des alternatives. Donc, ou peut-être faciliter la création de start-up ou de sociétés qui pourraient les concurrencer, ce qui est vraiment pas facile à faire. D'ailleurs, en restant honnête envers tout le monde, mais je pense que l'avantage, c'est d'avoir des solutions différentes et d'avoir un grand nombre de choix. Donc l'idée, ce serait pour moi d'avoir un maximum d'alternatives, mais c'est vraiment pas facile, vu la force de frappe qu'ont les GAFA, justement, quoi. C'est pas fini, hein. Ce débat il est pas clos à mon avis, il reviendra sur la table puisque je le rappelle c'est une candidate aux élections de 2020 aux États-Unis qui a mis cette idée sur la table, mais elle n'est pas la seule à porter cette idée et bon voilà, il y a les pour et les contre. On voulait faire clore un petit peu ce sujet-là, en tout cas on l'a fait. On est à la lettre A maintenant, A comme amende, pour parler d'une grosse amende, puisqu'on parlait justement des GAFA, ben ça tombe bien, infligée à Google. C'est pas la première amende d'ailleurs, mais c'en est une belle, une fois de plus. Alors, c'en est une belle, oui, mais comparativement aux deux qui se sont déjà mangés précédemment, c'est encore la plus petite, puisqu'ici, en fait, ils se prennent une amende d'1,8 milliard de dollars, ce qui fait grosso modo 1,5 milliard d'euros. Ceux qui se la prennent, c'est Google, évidemment, puisqu'il commence à être coutumier d'y faire. Les amendes précédentes, elles étaient de 2,4 milliards euros en 2017, et ça c'était pour abus de position dominante avec Google Shopping, et 4,3 milliards d'euros en 2018, ça c'était pour les pratiques avec les divers opérateurs avec lesquels ils travaillaient. Alors ici, l'amende en question, donc 1,5 milliard d'euros, on le rappelle, a été infligée par la Commission européenne, comme d'habitude. Ils commencent à avoir compris que c'était jackpot pour ceux. Et c'est lié en fait aux restrictions que Google aurait imposées aux annonceurs qui utilisent son système d'annonce qui s'appelle AdSense pour protéger sa position dominante dans les recherches. Donc vous savez tous que quand on fait une recherche Google, il y a des résultats qui apparaissent toujours en haut, qui sont des résultats dits sponsorisés. Or, Google aurait volontairement restreint l'accès des annonceurs tiers à certaines catégories ou certains positionnements d'annonces contextuelles. Donc, autrement dit, il aurait faussé le jeu de la concurrence, en notamment empêchant que les concurrents puissent avoir accès à des annonces publicitaires de tête de liste, en se réservant automatiquement les meilleurs emplacements et en contrôlant, en allant jusqu'à contrôler de manière très granulaire la publication des annonces des concurrents. Alors, bon, il y a eu un dossier qui a été monté, qui a été analysé, etc. Toujours est-il que le résultat, c'est voilà, Google est convaincu d'avoir abusé de sa position, encore une fois, pour fausser les règles du jeu. Alors, évidemment, comme d'habitude, Google va aller en appel. Comme d'habitude, ça va prendre des plombes, beaucoup. Comme d'habitude, je crois que les deux autres amendes, ils n'ont pas encore, c'est toujours quelque part entre, dans les limbes des systèmes judiciaires et des systèmes légaux européens, c'est-à-dire qu'on est parti pour la gloire dans pas mal d'années. Toujours est-il que, bon, ça fait la troisième amende d'un montant relativement significatif. Franchement, celui qui tire le jackpot pareil, il serait content de l'avoir. Mais ça pose aussi une question qui va peut-être faire bondir certains, qui est, et alors là, je rejoins un petit peu cette discussion en filigrane avec le dossier sur les GAFA, dont on vient d'évoquer le numéro hors série, et les questions que tu viens de nous poser à Xavier et à moi. C'est un peu cette propension quasi maladive d'une institution comme l'Europe de vouloir toujours fourrer son gros nez partout. Et ça commence à me gonfler grave. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, tu le sais bien. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, effectivement, mais moi j'assume totalement. De ce côté-là, je suis plutôt totalement pour l'ouverture des marchés, la liberté des marchés et l'autorégulation. Oui, manifestement, là, l'autorégulation, elle fonctionne pas ou elle fonctionne mal, puisque ça, de nouveau, on revient finalement au débat précédent, c'est que ça laisse peu de place, peu de marge à quiconque qui voudrait rentrer dans ce marché, finalement. D'accord, mais est-ce que pour autant,
ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir rentrer dans le marché doivent systématiquement se retourner vers une instance supérieure et en disant « Monsieur, il s'est embêté, là, il faut lui taper dessus. » Donc, grosso modo, c'est un peu du bac à sable, quoi. Bah oui, mais en même temps, il faut bien, quand on je sais pas, on t'empêche de monter dans ta voiture, t'appelles la police. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou tu prends ta batte à clous et tu tapes sur la tronche du type. Ah oui, donc, directement, passons à la violence. Régulation du marché. La régulation du marché. J'exagère et je caricature. Bien sûr, on l'a bien compris. Mais c'est quand même pas évident, tu vois. Ce genre de choses, et je clôturerai là-dessus, ce genre de choses, ce genre de comportement, ce genre de... J'ai presque envie de dire ce genre de phénoménologie de... Allez, oui. Je trouve le mot. Ce genre de comportement, on va dire, de la part de personnes qui se sentent lésées, de faire automatiquement appel à une instance supérieure pour légiférer à leur place, peut-être parce qu'ils ne sont pas capables de se défendre, parce qu'ils n'ont pas la taille, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les finances, parce qu'ils n'ont pas les techniques, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, on est d'accord. Mais toujours faire appel à papa parce qu'on n'est pas capable de se défendre tout seul, ça me fait très fort penser à ce truc qu'on avait il y a quelques années, où plutôt que d'essayer de coexister et de faire avancer les choses, les boîtes préféraient se tirer dans les pattes à coups de guerre de brevets. Et si tu te rappelles bien, c'est un des sujets sur lesquels on s'était rencontrés sur les technophiles. Oui, tout à fait. On en avait déjà beaucoup parlé, cette espèce de guerre, mais là un peu ridicule, entre guillemets, parce que c'était aussi des gens qui déposaient des brevets pour tout et n'importe quoi, en espérant faire du bénéfice et du business dessus. Voilà. Donc ici, c'est peut-être, je sais pas si c'est ce type de personnage-là qui demande que l'Europe légifère ou demande de l'aide tout simplement, et je ne sais pas à quel stade ils en sont non plus. Est-ce que c'est la première demande? Est-ce qu'ils ont déjà essayé quelque chose? Est-ce que, voilà, à un moment donné... En même temps, si tu veux te plonger dans les arcanes dans les abysses, on va dire plutôt, des archives judiciaires européennes... Bon courage. Hein. Moi, j'ai pas vocation de me faire moine pour ça, quoi. Il y a toujours, par rapport à l'Europe et aux décisions prises par l'Europe, je voyais sur Twitter des gens qui disaient, ah bah tiens, ceux qui disent que l'Europe est vendue aux grandes entreprises, bah là, ils se foutent le doigt dans l'œil. Regardez, ils ont collé une amende à Google. Mais bon, ça n'empêche pas de laisser passer de grosses choses aussi de notre côté. Enfin, c'est toujours un peu obscur, non? On finit par s'y perdre par rapport à ce type de décision. On parle de l'Europe, mais ça peut être aussi au niveau national, ça peut même être au niveau local. Hein. Il y a des décisions, on les comprend pas, et on a du mal à les comprendre, et il y a personne qui nous explique, en fait. C'est ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, on reste un peu quoi, non? Ben, on reste... Oui, parce que finalement, tout ça, nous, petits individus, ça commence à nous dépasser un petit peu. Oui, c'est ça, ça prend des proportions. Et ça reste quand même vachement loin de nos préoccupations à nous. Ça va pas, c'est pas ça qui va faire en sorte que, voilà... Non, ça va pas nous... Oui, non, dialogue de sourds. Voilà, ça va pas nous... Le dialogue de sourds. Ça, c'est... Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on est content de penser ce qu'on pense. On n'avait pas dit qu'on faisait le silence, là. Allez, Allez, on passe à la suite. À la lettre A comme Apple, il va y avoir une annonce, hein, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, mais il y en a déjà eu. Enfin, en tout cas, il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Et la première chose dont on va parler avec Xavier, c'est la bisbrouille qui est en train de gonfler entre Apple et Spotify. Voilà. Tous ces grands, ils aiment bien se battre un petit peu entre eux, essayer d'aller chercher de l'argent chez les autres. Et pour rappel, le 14 mars, il y a Spotify qui avait porté plainte contre Apple parce qu'Apple taxe de 30% les abonnements, notamment de Spotify. Et donc, ils dénoncent une concurrence déloyale contre Apple Music puisqu'ils disent que Apple Music est mis en avant sur les plateformes d'Apple. Alors le lendemain, Apple a répondu en disant que la taxe allait tomber l'année prochaine à 15%. Ils ont commencé à démonter un petit peu les différents arguments de Spotify, ou en tout cas essayé de le faire. Et, quand tu dis taxe, c'est la commission en fait, hein, c'est de ça dont on parle. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, quand je dis taxe, c'est une commission, donc c'est effectivement un peu comme sur l'App Store, ben voilà, toutes les applications, tous les revenus
qui sont générés via les plateformes de l'App Store ou autres sont taxés d'une commission pour Apple. Et donc, Spotify disait aussi que, par exemple, il n'était pas dispo sur Siri et AirPlay 2, mais Apple a répondu que c'est pas tout à fait vrai, puisque donc ils ne privilégient pas ça, et ils disent même que sur l'Apple Watch, l'app la plus téléchargée, c'est justement Spotify. Alors, Apple a aussi attaqué Spotify, puisqu'ils disent que, par exemple, Apple se vante d'être d'être l'ami des compositeurs en leur versant des redevances, comme exigé par la Copyright Royalty Board. Ils disent que c'est des redevances qui peuvent même atteindre 44%, alors que Spotify, eux, se sont complètement opposés à cette fameuse taxe. Et donc, il y a un vrai bras de fer qui est en train de se mettre en place contre ces deux gros géants du streaming musical, et c'est pas prêt d'être fini à mon avis, un peu comme les Apple versus Samsung, etc. quoi. C'est sur tous les fronts, hein. On l'a vu il y a quelques semaines avec l'adoption, enfin plutôt le rachat de deux grandes entreprises de podcasting par Spotify. On voit qu'ils sont en train de se positionner sur le même marché que Apple, à égalité, hein, ou quasiment. Il y a un véritable glissement qui est en train de s'opérer. Il y avait une carte qui a été diffusée, je ne sais plus par quel site, je me demande si c'est pas par Spotify eux-mêmes, où ils montraient le taux d'adhésion pays par pays. Alors c'était vraiment très très moche parce qu'ils avaient pris le violet de l'application podcast d'Apple versus le vert de Spotify, donc c'était vraiment très moche. Mais on voyait que dans certains pays, comme en Amérique du Sud par exemple, l'adoption de Spotify est beaucoup plus importante que d'Apple par exemple, ou dans certains pays de l'Est également. Donc voilà, c'est une grosse rencontre, hein, qui est en train de se positionner là. Ça peut être pas mal pour l'utilisateur, pour le client que nous sommes, hein, quelque part. Ça peut ne pas avoir que des désavantages, non ? Ça peut ne pas avoir que des désavantages, c'est un fait. Maintenant, si tu regardes ce qui est en train de se passer côté vidéo, avec la finalisation cette semaine, je pense, du rachat de la Fox par Disney, on parle quand même d'un montant assez colossal, 71 milliards de dollars, je crois, un truc du style. Donc, et toutes les restrictions que ça va au final, et toutes les contraintes que ça va au final entraîner pour le consommateur final, tout ce qui est en train de se passer est aussi, pour moi, en train d'évoluer vers une sorte de conglomérisation de tous ces services. Et au final, il est à craindre qu'on se retrouve de nouveau avec un truc monolithique, ou alors on va se retrouver avec un truc qui va faire le jeu de la concurrence, et on pourrait voir un jour Spotify débarquer sur le marché de la vidéo. Pourquoi pas ? Oui, mais enfin déjà, si sur le... Ils avaient déjà un peu regardé, je crois. Hein. Ouais. Ceci dit, bon, après, ne tirons pas de plan sur la comète. Si déjà au niveau du son, de l'audio, de la musique, des podcasts, etc., ils jouent entre guillemets à armes égales, ce sera déjà pas mal. La vidéo, on en parlera peut-être après. Il y a d'autres acteurs aussi sur ce marché-là qui peuvent avancer leur pion. Xavier, pardon. Oui, mais tant qu'on est dans les podcasts, moi je vais lancer un petit appel au public, à nos auditeurs qui nous écoutent sur podcast. J'utilise fréquemment maintenant l'application Google Podcast sur Android Auto, puisque j'ai la possibilité maintenant sur Android Auto d'écouter ça, mais cette application bug tout le temps. Le Google Podcast qui est fait par Google ne marche pas bien avec l'Android Auto. Et donc si quelqu'un a une application pour écouter des podcasts à me recommander et qui marche bien sur Android Auto, je suis preneur. Ah, sur Android Auto, c'est peut-être un peu plus spécifique, mais de manière générale, il y a Tuning qui marche bien. Il y en a plein d'autres. Il y a un chouette site, ça s'appelle lestechno.be. Tu vas voir, il y a toute une rangée de boutons avec qui renvoient vers des applications et des services qui fonctionnent pas trop mal. Et puisque tu parles de ça, je tiens à signaler au passage que Google Podcast, justement, tout récemment, ont lancé leur podcast en ligne, leur player web, et donc sur le lien direct dans n'importe quel browser, donc aussi sur Android, vous pouvez à ce moment-là jouer les podcasts, écouter les podcasts depuis une simple page web, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors c'est pas une révolution, hein, soyons clairs, mais c'est une porte de plus. C'est une porte de plus, et nous les portes, elles sont importantes. C'est le seul moyen qu'on a de se faire entendre, donc on a un peu besoin des GAFA aussi pour se faire entendre. Et l'important aussi, et je tiens à le rappeler systématiquement, c'est ne pas oublier de vous abonner au podcast, ainsi que de donner des petites cotations ou de partager votre opinion sur les podcasts que vous écoutez.
écouter, pas que le nôtre aussi évidemment, pour comme ça ramener plus de monde vers les podcasts. C'est tout bénéfice pour tout le monde, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on en a terminé avec ces histoires de podcast d'Apple versus Spotify pour l'instant? Là, c'est terminé, c'est bon, on peut passer à la suite, on passe à la suite. Ça recommence. Ah, comme Apple, encore. Ouais, mais cette fois-ci, on va vraiment la faire. Oui, mais on va la faire courte. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais oui, Apple a sorti de nouveaux iPads, Apple a sorti de nouveaux Mac. Voilà, suivant. Merci. Oui, mais c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que j'en parlais juste avant. Je pense que la keynote Apple, c'est la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a une date qui a été annoncée. Il y a une keynote la semaine prochaine, 26, je pense. Il y en a une qui a été annoncée pour juin aussi. Non, juin, c'est le WW. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la WWDC. Donc là, il y a une keynote qui s'en vient. Et en marge de cette keynote, juste avant, pouf, on nous annonce des nouveautés en iPad. Enfin, renouvellement. On va dire plutôt égalisation. Parce que sur la partie iPad, bon, ils ont répondu à une critique, qui est que l'iPad mini n'avait plus évolué depuis au moins ça. Et donc, ils ont gardé exactement le même form factor que le mini version 2014. Ils lui ont juste mis un cœur plus rapide et ils l'ont rendu compatible avec le stylet première génération, donc l'Apple Pencil première génération. Sur le iPad Air, par contre, grosso modo, ils ont pris l'iPad Pro ancienne génération, qu'ils font sortir du catalogue. Ils lui ont collé le cœur dernière génération qui est entre l'iPad Pro de 2017 et l'iPad Pro de 2018. Ma mémoire est bonne, hein. Et voilà, et ils éjectent l'ancien iPad Air. Donc voilà, ils ont rationalisé la gamme. Pas question de faire quelque chose de fondamental au niveau changement, c'est juste un refresh. Par contre, ça permet côté iPad d'avoir un iPad plus puissant qui commence moins cher. Par contre, ça permet aussi d'avoir un iPad mini qui est un peu plus puissant mais qui commence beaucoup plus cher. Ouais. Ça, voilà, il n'y a pas de petit profit improbable. Et puis du côté iMac aussi, du côté iMac. Alors là, du côté iMac, ils se lâchent toujours autant parce qu'ils permettent. Alors si on prend la config ultime, qui prend quand même l'écran 5K, un i9 Weaker, donc le tout gros haut de gamme 9e génération à quasi 4 GHz de chez Intel, 64 Go de RAM, un gros CPU Radeon de chez AMD. Donc voilà, c'est du gros lourd qui envoie bien avec un SSD de 2 Tera. On arrive quand même à plus de 6200 €. Ça fait cher pour une bécane. Surtout que moi j'ai fait l'exercice de prendre la même config hors écran, j'avoue. Avec l'écran, je ne me suis pas porté. Mais tu prends la même config en Mac mini, où tu peux avoir... Alors, je sais qu'on va m'ergoter que le i9 full power contre un i7 dernière génération, oui, mais bon, à part ça, à certains moments, que vous grappillez 3 secondes quand vous faites un rendu d'une vidéo 4K, vous vous en calez un peu, en fait. Donc... Ça dépend. J'ai envie de dire que ça dépend. 3 secondes, Marc, 3 secondes, s'il te plaît. 3 secondes, voilà. On ne va pas jouer à la plus grosse, parce que la config en Mac mini, elle coûte la moitié du prix. Oui, alors, 3 000 € pour 3 secondes. Voilà, même l'escorte la plus... Oui. Puisque tu parles vidéo, ce que la plupart des gens, ce que moi les reproches que j'ai vus, en tout cas, c'est toujours cette problématique du choix du GPU. On sait qu'aujourd'hui Nvidia tient le haut de l'affiche de plus en plus avec des solutions qui sont maintenant bien intégrées. Justement, tu parlais en vidéo par Adobe par exemple, et ça, il y a de la demande pour ça, pour mieux utiliser, enfin pour avoir des ressources qui fonctionnent mieux. Alors des solutions existent, des cartes déportées dans des boîtiers qu'on connecte par différents moyens en USB-C ou autre. Tout ça est de l'ordre du possible, mais ça augmente la note évidemment à chaque fois. Donc voilà. Alors ça augmente la note, mais encore une fois, voilà, si tu pars sur un Mac mini, avec tout ce qu'il faut, tu peux lui coller 64 Go de mémoire, tu peux lui coller un i7 dernière génération, tu peux lui coller un SSD de 2 Tera, tu l'auras aussi. Encore, d'avoir un SSD de 2 Tera dans la bécane, c'est un peu idiot. Tu prends juste ce dont tu as besoin pour l'OS, les programmes de travail, éventuellement le swap, et tout le reste, tu déportes. Tu travailles sur un NAS, tu travailles sur un truc avec un réseau rapide. Et puis, effectivement, tu as ton petit boîtier externe qui va pas coûter des masses, dans laquelle tu vas mettre une 2080 ou un truc. Tu vas arriver à moins de la moitié du prix pour une config qui va dépoter beaucoup plus. Donc, quelque part, ici, Apple continue à capitaliser sur des machines où le rapport qualité-prix est totalement disproportionné. Et c'est assez paradoxal parce que quand tu vois ce qu'ils font, par contre, du côté laptop, là, ils ont tendance à rationaliser les prix et essayer de coller à ce qui se fait sur le marché. Ouais.
c'est pas logique. Non, il y a une absence de logique. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qu'on comprend pas. Alors peut-être que eux, ils ont leur propre logique, mais là sur ce coup-là, on comprend pas parce que si effectivement l'idée c'était de faire d'un côté avec les ordinateurs portables, on va dire ça comme ça, les cibler plus grand public, un peu avec des moyens, mais grand public quand même, et de l'autre côté du matériel desktop, mais qui s'adresse à des professionnels. À ce moment-là, on ressort le bon vieux boîtier Tour dans lequel on va pouvoir mettre les cartes qui vont bien et rajouter les disques durs qui vont bien, etc. Et pas un truc fermé, collé, qui est certes super beau et super joli, et tout ce que vous voulez, mais qui est pas pas très pratique en tout cas, et qui est pas très très engageant pour bon nombre de professionnels. Ceci étant dit, je fais juste une petite parenthèse, on pinaille quand même beaucoup parce que le professionnel qui travaille tout seul chez lui à la maison avec son iMac, il fait tout ce qu'il veut, hein. C'est le roi du monde. C'est quand tu t'inscris. Voilà, c'est quand tu t'inscris dans un workflow avec plus de machines, dans un réseau, etc., où là, ça commence à coincer un tout petit peu, quoi. Ça, c'est un peu ça le problème. Voilà, on va faire le tour de la question sur le... Je vais pas interroger Xavier sur ce coup-là, il se marre dans son coin. Il me dit, oh, j'ai une config qui marche, bon, ça va, c'est bon, hein. La lettre B comme biométrie. Tiens, c'est toujours Marc qui en parle. C'est encore un... Alors, il va falloir définir ce qu'est un brawl. Pour nos iBrawl. Un iBrawl. Mais d'abord, un brawl, étymologiquement parlant, si tu me permets. Un brawl. Non, nous sommes en Belgique, donc un brawl. Oui, c'est ça. Un brawl, c'est un truc, si vous voulez. C'est un machin, un bazar, un bidule, voilà. Voilà, ça on va dire. Ça, par exemple, c'était un brawl. Voilà, un iBrawl, c'est ça, mais avec une pomme derrière. C'est le schmilblick. Voilà. Pour les Français, c'est un bidule, un bazar. Enfin, voilà. Bon, sorry pour cette particularité linguistique. En plus, je fais très mal l'accent bruxellaire, je suis conscient. Je dois admettre que là, j'ai un peu honte, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. C'était l'aspect caricatural. Quelque part, c'est l'accent bruxellaire qu'un Français s'attend peut-être à entendre. Bon. Oui. Fin de ces moments embarrassants. Allons-y. Donc, pourquoi un nouveau Face ID pour les iPhones, iPad, etc. Mais tout simplement parce que la technologie Face ID première du nom avait quand même une faille assez gênante, c'est qu'elle permettait, alors vu qu'elle créait une cartographie 3D du visage du propriétaire du oui, c'est ça, c'est le visage. Parce que quand on dit Face ID, de temps en temps, on peut se tromper. Face ID, je préfère, c'est mieux parce que Face ID, oui, je suis d'accord. Non, il y a des gens qui ont des têtes de cul, j'en peux rien. Désolé, je vais la faire. Donc, le problème que Face ID avait, non, c'est que dans le cas de jumeaux parfaits, on pouvait arriver à des problèmes de faux positifs. Vu que donc la technologie fait une cartographie 3D de votre visage et de l'extérieur, le visage de deux jumeaux parfaits, par définition, est identique. Et donc l'un pouvait déverrouiller l'appareil de l'autre. C'est pour ça qu'une deuxième instantiation de Face ID est en train de voir le jour et en fait qui est basée sur une autre technologie qui s'appelle Hand ID, qui a été présenté la première fois par LG, je crois, et qui en fait se base sur la cartographie veineuse de la paume de la main. Et en fait, Apple s'est dit, il y a un truc qui est tout con, c'est que on a beau être des jumeaux parfaits, il y a une chose qui est unique à chaque personne avec une certitude de 100%, c'est le réseau veineux de son visage. Et donc, la nouvelle version de Face ID embarquerait des capteurs supplémentaires. Alors, on ne sait pas encore si ça va être des capteurs thermographiques, si ça va être des capteurs qui permettent de voir en profondeur, donc des capteurs sous-épidermiques. Mais en tout cas, ça va être capable de faire une cartographie du réseau veineux de votre visage pour arriver à vraiment une identification quasi inéquivoque de votre identité. C'est sympa comme système. Voilà. Oui, oui. C'est parce que là, ça va être difficile à copier. Là, en tout cas, ça va être difficile de casser parce que là, on se rappelle que lorsque Face ID était sorti, on s'était tous bien marrés en regardant les chercheurs débloquer les téléphones avec des masques en latex ou même des simples photos. Des photos, oui. Voilà. Ici, ça sera probablement beaucoup plus compliqué vu que, voilà, à moins d'avoir la tête de la personne, voilà.
Moi, j'ai assez été étonné par il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça, mais ça fonctionne. Enfin, j'ai pu le tester réellement. Ces applications, on le sait tous, le truc qui te permet de calculer le nombre de pulsations de ton cœur en mettant ton doigt derrière l'appareil photo. Mais certaines applications te proposent aussi de scanner ton visage. Et donc, tu restes avec la caméra, tu te selfies en quelque sorte pendant quelques secondes, et il te donne le nombre de pulsations. Et je suis assez surpris et bluffé parce que c'est assez précis. Enfin, précis, on s'entend, hein, mais ça va dans le bon sens. Je veux dire, il ne te dit pas n'importe quoi. Je veux dire, donc, sur une simple analyse d'une image, alors à condition d'être dans la lumière, etc., ça a l'air de fonctionner. Alors, je ne sais pas si c'est ici, c'est dans le blanc de tes yeux ou ailleurs, mais manifestement, ces caméras ont la possibilité de voir plus de choses que l'œil humain, semble-t-il. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse, on peut passer à la suite. B comme boulette. Alors, aujourd'hui, la recette des boulettes selon MySpace. Parce que MySpace existe toujours, hein, je tiens à le rappeler. Oui, alors, je ne sais pas s'il va encore exister longtemps après ça. Oui, c'est ça. Enfin, moi, ça me fait toujours rire intérieurement quand je dis MySpace, parce que rappelons-nous quand même que c'était le réseau social, musical, artistique, machin, etc., qui allait être incontournable, blindé, coulé dans le béton, Internet reposait dessus, un peu comme Facebook aujourd'hui. Ouais. Ça a bien changé. S'il y avait encore le point d'espoir, c'est foutu à jamais, je veux dire. Parce que, comme tu viens de le dire si bien, MySpace était basé avant tout sur le partage musical. Oui. MySpace était le réseau social qui permettait à des artistes, qui permettait à des amateurs, qui permettait à des mélomanes de s'échanger absolument tout, parfois à la limite un peu de la légalité, mais qui permettait surtout à des dizaines de formations de se faire connaître à moindre frais et qui ont permis, et encore jusqu'à récemment, tout le monde n'est pas forcément passé sur SoundCloud ou sur Facebook ou sur Instagram, il y a des gens qui avaient encore un compte MySpace, qui avaient. À mon avis, maintenant, ils ne l'ont plus, ils se sont hackerisés avec, parce que lors de la migration d'un parc de serveurs, en fait, MySpace a perdu l'intégralité des musiques qui étaient hébergées de manière irrévocable et irrémédiable. Ça, c'est un peu fou, quoi. Il n'y a plus rien à voir. C'est de la boulette de compète, ça, monsieur. J'ai glissé, chef. Voilà, j'ai glissé, chef. C'est le coup de la pelle dans le câble Internet. Voilà, en Pologne, la petite mamie polonaise qui avait coupé Internet à l'échelle d'un pays entier avec un coup de pelle. Non, c'est dramatique, surtout que le truc est parti d'une bête migration de serveurs où on s'est rendu compte que voilà, j'ai glissé chef et ça a foiré comme ça pouvait devoir foirer un sudo RMRF, le truc, voilà, ceux qui font des lignes, voilà, c'est le truc. Tu n'aurais pas voulu le faire quand même. Mais surtout, à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas de backup. En plus. Donc, c'est vraiment le karma. Là, il t'en veut grave. Et donc, MySpace explique que toutes les musiques ne pourront simplement pas être récupérées et qu'il espère vraiment vivement que tous les possesseurs, ayant droit, utilisateurs avaient une copie. Quand tu reçois un mail comme ça, tu balises un peu, quoi. Oui, enfin, effectivement, je pense que c'est le minimum. Quand tu partages quelque chose sur quelque site que ce soit, si tu n'en es pas maître, tu gardes un backup quelque part. Et même si tu en es maître quelque part, c'est quand même... Voilà, ça me semble le minimum. Mais ceci étant dit, de leur part, alors que c'est leur boulot, imaginons 2 secondes que ça arrive à YouTube ou que ça arrive, tu parlais de SoundCloud par exemple, sans être... ce serait une catastrophe dans le sens où c'est très embêtant, parce qu'il y a un manque à gagner quelque part pour tout le monde au premier stade, quoi. C'est Xavier. Il y a quand même, parce que moi j'ai lu cette histoire-là, il y a quand même des théories complotistes ou pas qui disent aussi qui suspectent que comme le réseau était en baisse de régime, ils n'auraient pas fait un nettoyage par le vide pour réduire leur coût de stockage, etc. Et simplement reforcer les gens qui utilisent encore le réseau à remettre leur contenu et alléger le truc. Donc c'est, alors complotiste ou pas, mais vu que le réseau est en baisse de régime, c'est des choses... C'est sûr que c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi, mais ça peut réduire leur coût, effectivement. Ouais, ce serait une forme de reset un peu à l'arrache, en se disant, on va voir qui est encore actif. Hein, vis dans le cash. Non, mais
Voilà, faut vraiment avoir des cojones en platine massive pour oser le faire, quoi. Est-ce que MySpace, ça gagne encore de l'argent, MySpace? Il y a des gens derrière. Maintenant, ça en gagnera plus, ça je peux te garantir. Non, mais peu importe. Mais est-ce que voilà, c'est une boîte encore. Il y a des gens derrière. C'est plus qu'une marque, hein, MySpace. Donc on peut se poser la question de savoir s'il y a des gens qui en vivent ou pas, etc. Non, on sait pas. Moi, j'ai jamais trop suivi ce MySpace et même le business model, c'est quoi? C'est la pub, c'est des abonnements? Alors, je sais pas à l'heure actuelle. Très honnêtement, j'ai pas suivi. Au point de départ, on ne savait pas très bien ce que c'était. C'est dire que c'était, oui, un site de partage musical. Je peux dire ça comme ça, mais avec un petit aspect également Tumblr dans cet esprit-là où on rajoutait des photos, des stories quelque part, ce qu'on appelle aujourd'hui des stories. C'était un peu les prémices de ça. C'était presque un Storify en fait. C'était presque un Storify, mais axé sur le monde du partage de la musique. Et beaucoup d'artistes, et pas des moindres, avaient leur page sur cette plateforme, sur MySpace, et communiquaient sur leur MySpace, dans leur communication, sur leur site web ou sur les pochettes des disques, etc. En disant, si vous voulez un morceau exclusif, SoundCloud, on va pas trop en parler parce que ça marche pas bien. C'est bancal. Moi, enfin, depuis qu'on met ce podcast sur SoundCloud, puisque SoundCloud s'est ouvert aussi au podcast pour essayer de s'en sortir un petit peu, pour être un peu dans l'air du temps, tous les mois, je reçois un mail de podcasteurs ou d'associations de podcasteurs qui disent c'est bientôt fini. Donc voilà. Mais non, MySpace n'a pas été vraiment du côté du podcast, n'a pas été dans ce sens-là, mais a proposé. Il y a peut-être des espèces de goodies qui étaient proposés. Tu achetais l'album, on te donnait le lien vers la page MySpace pour aller regarder le dernier clip, machin, etc. Donc c'était. Voilà. C'est pas idiot du tout, je pense, hein, mais. Non, pas du tout. Je pense que la place a bien été prise par la suite, bien plus tard, par Facebook, et voilà. Donc, ouais, mais c'est marrant de noter que justement, c'est amusant parce que MySpace offrait quand même un point central pour tous ces trucs, et finalement, aujourd'hui, quand on voit, ça a été splitté entre Facebook d'un côté, Twitter de l'autre, Instagram, etc., et tout a été éclaté, alors qu'il y avait déjà une solution centralisée. Oui, c'est bizarre. Hein, c'est comme ça. Et alors, souvent, moi j'ai remarqué sur ce genre de solution, c'est si on vous le supprime, tout le monde va gueuler en disant « Oh là là, on nous a supprimé MySpace, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» alors que c'est un outil tellement formidable, mais personne ne l'utilise. Il y a des outils comme ça, où on aime savoir qu'ils existent, mais finalement on les utilise pas, ou mal. Voilà. Et puis alors il arrive des boulettes pareilles. Voilà. C'était la boulette de la semaine, on va dire. La lettre G comme Google. Google qui vous offre le choix sur Android. Xavier, de quel choix parle-t-on ? On reste un peu sur le sujet du début, hein, avec les GAFA, l'Union européenne, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez du petit programme qu'on avait sous Windows à une période, avec un petit choix pour le choix de l'explorateur. Avant, il n'y avait que Internet Explorer, et puis pendant toute une période, on a eu un petit programme qui vous forçait, entre guillemets, à choisir votre explorateur par défaut parmi une liste qui comprenait notamment Google Chrome, Firefox, etc. Disons que la justice a forcé Microsoft à donner ce petit programme. Tout à fait, oui. Mais donc c'est le petit programme qui a ensuite vous forcé à choisir. Ouais. Et donc, l'Union européenne a encore frappé puisque elle attaque les positions monopolistiques d'Android cette fois-ci. Et donc Android va devoir présenter toutes les alternatives à Google Chrome sur Android, mais aussi les différents moteurs de recherche. Donc, on aura sans doute droit bientôt, quand on va installer ou démarrer pour la première fois son appareil Android, à un petit assistant comme on a maintenant sur Windows qui vous propose de choisir quel est votre explorateur préféré et quel est votre moteur de recherche préféré. Moi, je trouve ça pas plus mal, hein. Franchement. Voilà. Pour quelle raison ? Ça a le mérite de faire connaître d'autres. C'est ce que je disais. Ça a le mérite de faire connaître d'autres alternatives
Après, l'utilisateur choisit, quoi. Parce que là, bien souvent, l'utilisateur lambda, il installe sa machine, il l'allume, il se contente de ce qu'il a, il a Chrome, il est content. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour monsieur, madame, tout le monde d'être mécontent d'avoir Chrome, mais en même temps, offrir la possibilité d'utiliser autre chose, ça permet peut-être aussi de s'ouvrir un peu justement à d'autres outils, et quitte à essayer, puis à revenir en arrière, parce que c'est toujours possible, évidemment. Ouais. Donc voilà, moi je trouve ça pas plus mal. Il faudra voir, on espère que du côté de Apple, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais qu'ils suivent le pas aussi, que des fabricants comme Samsung qui ont leur propre explorateur aussi proposent aussi par défaut d'autres. Voilà, autant proposer les alternatives s'il y en a. Oui, et il y en a des bonnes. J'ai un petit doute quand même. Ouais, mais en même temps, ils sont pas en position qu'Android finalement. Oui, c'est vrai. C'est du pareil au même. Ouais. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des alternatives en fonction des choix que vous faites, éthiques ou pratiques, ou que j'entendais encore parler il n'y a pas longtemps d'Opera avec son VPN intégré, par exemple, des choses comme ça. C'est bon à savoir. Firefox qui va lancer une nouvelle version aussi. Firefox. Et alors, au niveau des moteurs de recherche, on les cite assez régulièrement maintenant. Il y a DuckDuckGo qui est un moteur qui ne vous trace pas. Et il y a également le très bon moteur de recherche français, cette fois-ci, qui est Quant, et la version pour enfants que je vous recommande vivement, qui est Quant Junior. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, rappelle-toi. Donc, effectivement, on pourrait faire un jour un hors-série sur les alternatives à Google. Il y a des sites qui se sont spécialisés là-dedans, soyons clairs, qui proposent, qui n'imposent rien, mais qui disent, voilà, ce que vous utilisez là, l'outil de Google qui fonctionne fort bien, il existe dans le logiciel libre, ou il existe chez un concurrent, etc., etc. Je trouve que c'est tout à fait intéressant, et ça permet un petit peu d'aller sur d'autres outils à un moment donné. On peut référencer, on peut parler du site, pour moi un des sites de référence en la matière, qui est un site français, qui est le site de Framasoft, par exemple. Aussi, oui, mais il y a aussi un site, je pense, par catégorie, tous les trucs. Je pense qu'il y a un site qui s'appelle Dégooglisé ou Dégooglisons ou un truc comme ça. Voilà, donc on ira jeter un œil, tous, hein, vous aussi de votre côté, et on en reparlera probablement à l'occasion. On a terminé sur ce sujet, je pense. Hein, oui, ouais. Ah non. Encore raté. On l'a mis à la lettre J pour changer un peu, mais on va encore parler de Google, parce que Google présentait cette semaine Stadia, sa plateforme de jeux vidéo en ligne, hein, si je dis pas de bêtises, dématérialisée, quoi. Totalement dématérialisée, oui. Et en fait, c'est assez amusant parce que la presse s'est emparée du truc en annonçant la mort programmée des consoles, en mettant vraiment en ligne de mire de ce truc, la mort programmée des consoles, c'est-à-dire principalement la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro, et éventuellement les consoles qui pourraient arriver après. Alors d'autres journaux se sont aussi lâchés en disant que c'était la mort programmée à brève échéance aussi de n'importe quelle console, donc de la Switch, même de la DS, enfin voilà, tout ce qui allait avoir support physique allait être mort, parce que ici ce que Google a dégainé avec Stadia, c'est quand même une solution qui était déjà dans les cartons depuis un certain temps. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on en a parlé. Ça fait longtemps qu'on on a évoqué le truc à quelques reprises, à l'époque où c'était rentré en bêta. Le but, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir ouvrir Chrome, puisqu'évidemment, Chrome reste le canal rêvé pour faire ce genre de choses. Vous ouvrez Chrome, vous connectez une manette USB, ou Google est en train de préparer une manette Wi-Fi. Pas trop d'intérêt, mais soit une manette USB, ça marche aussi. Et vous êtes parti. Et vous avez l'équivalent d'une machine qui dépote à peu près 2 PS4. Ça a de la réserve. Qui vous permet de jouer en 4K à 60 images secondes. Qui promet de monter à du 8K en 120 images secondes d'ici la fin de l'année. C'est quand même du lourd. Et tout ça avec une liaison. Alors pour la 4K en 60 images secondes, Google annonce, la nécessité d'avoir une ligne à 25 mégabits, ce qui reste quand même relativement courant aujourd'hui, en n'oubliant pas que la qualité de ce que vous allez recevoir, puisque finalement ce n'est que du streaming, on vous stream une image, on vous stream un flux vidéo qui réagit en temps réel à ce que vous faites avec votre manette, va pouvoir être adapté selon le support, avec évidemment aussi la possibilité de mettre en pause sur un appareil, de reprendre sur un autre, en fait de pouvoir consommer du jeu vidéo exactement comme vous le feriez avec
un épisode de série ou un film sur Netflix ou un morceau sur Spotify. Sauf qu'on interagit avec ce qui se passe. Puisque Sauf qu'on interagit. Et donc, tu commences avec ton téléphone, tu commences une partie, tu es dans le métro, tu rentres chez toi, tu arrives à la maison, tu arrives au bureau, tu bosses, et puis entre les deux, tu continues un peu ta partie sur le PC du bureau, et puis après, tu rentres le soir chez toi, tu recontinues sur le téléphone, et puis tu arrives chez toi, tu dégaines la télé grand écran 60 pouces, avec Google installé dessus, et tu ouvres une instance du truc, et tu continues. Le but, c'est vraiment de dématérialiser totalement l'expérience, et en même temps, d'y intégrer d'autres technologies qui existent déjà, notamment, par exemple, YouTube. Alors, YouTube permettrait quoi? Eh ben, YouTube permettrait de lier directement des tutoriels, des solutions, des walkthroughs, des trucs comme ça, de pouvoir voir la bande-annonce d'un jeu et si on a déjà acheté la licence du jeu, de pouvoir directement jouer dessus. Ils veulent vraiment développer un écosystème et comme d'habitude, chez Google, quand on regarde le truc, c'est extrêmement élaboré, c'est extrêmement réfléchi et évidemment, ça fait un usage intelligent de tout ce que la firme a déjà développé comme solution maison. Donc, encore une fois, Google va rentrer dans un domaine et va probablement faire un peu de mal aux concurrents. Et ici, pour moi, le concurrent principal qui est visé, c'est pas Microsoft, c'est pas Sony, c'est Shadow. Oui, le Shadow, la solution Shadow, une solution française en l'occurrence. Exactement, solution française. Eux, je ne sais pas s'ils vont avoir, malgré que c'est une solution extrêmement prometteuse, mais qui se base également sur une déclinaison hardware, vu qu'ils vendent leurs petits boîtiers, même s'ils avaient un temps... Je vais peut-être dire une bêtise, parce que j'avoue que je n'ai pas tout su. Ils avaient, je pense, à une époque évoqué la possibilité de pouvoir utiliser n'importe quel browser avec un plugin. Je ne sais pas où ça en est. C'est pas très disponible en Belgique en même temps, ce genre de choses, mais on est toujours demandeur, si c'est possible. Xavier, ça fait un moment qu'il lève le doigt. Non, je vais juste corriger. Je pense avoir entendu une mini-erreur dans ce que tu as dit, Marc. En fait, les 25 mégabits par seconde, donc les 30 mégabits par seconde, c'est pour du 4K à 60 images par seconde. Et 25 mégabits par seconde, qui est le minimum recommandé, c'est pour du Full HD en 60 images par seconde. Et donc, effectivement, donc, en dessous de ça, en dessous de 25 mégabits par seconde, on va pouvoir jouer, mais la qualité visuelle va se dégrader exactement comme le fait Netflix, par exemple. Exact. C'est des bandes passantes assez costaudes, parce que on arrive déjà aujourd'hui avec les taux de compression existantes. Quand on regarde certaines vidéos 4K sur YouTube, on dépense quoi de 6 mégabits, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, un peu moins. La HD, maintenant, on se fait passer ça dans des tuyaux à 1,8 mégabits ou 3 mégabits. Et visuellement, c'est tolérable. Je veux dire, on n'est pas non plus complètement... Les gens regardent de plus en plus Netflix, par exemple, ou des choses comme ça par le net. Donc, les bandes passantes commencent à devoir suivre aussi. Mais si tous les services commencent à prendre de la bande passante, effectivement, il va falloir que les opérateurs suivent et qu'on ait la fibre un petit peu partout. Le truc aussi, c'est que plus on compresse, plus ça prend du temps de le décompresser, le signal, et donc pour sans doute limiter aussi les latences, en jeu vidéo, on sait que les latences, c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer, qui est important, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas compresser à outrance l'image, pour ne pas justement créer de la latence et à l'encodage et au décodage, quoi. Je suppose, en tout cas. Mais ici, si je comprends bien, il n'y aura pas vraiment de décodage au niveau de la machine, puisque c'est l'explorateur et il ne faudra pas une machine... Ta machine travaille quand même. Elle doit quand même recomposer l'image sur base de... Enfin voilà, il y a ton GPU est sollicité à un moment donné. De toute façon. Donc, ok, bon, on a fait le tour. Ton GPU ne devrait pas être plus sollicité que pour décoder un flux vidéo classique, en fait. Normalement, non. Mais de nouveau, ça dépend du nombre de data qui arrive. Ok, je pense qu'on a fait bien on l'a fait. On a fait bien le tour. Alors, je voulais juste rajouter, alors si je retrouve l'info, que le truc est prévu pour sortir au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et de nombreux pays en Europe. Donc, on peut espérer que la Belgique en fera partie et que, par contre, il n'y a pas encore de prix ou de date de sortie annoncée. Ça va être un gros concurrent pour la Shield aussi, ça. Oui, sans doute. Ça va être un gros concurrent pour la Shield, effectivement, oui. Ouais. Donc on va voir. Enfin, nous, on n'est pas très jeux vidéo chez les technos. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas souvent. Mais ce genre de solution-là, ça peut ouvrir des perspectives. Mais éventuellement, pourquoi pas. À suivre.
Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'enseigne Lidl. C'est nos amis qui nous écoutent au Canada, en Suisse, en France. Vous nous direz si vous connaissez Lidl. Lidl, c'est un magasin, ce sont des grandes surfaces, c'est du retail qui déploie des bornes de recharge électrique. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Xavier. Effectivement, donc la chaîne de distribution a dit qu'elle allait installer près de 400 bornes de recharge pour les véhicules électriques à travers l'Allemagne notamment. Actuellement, le pays compte un peu plus de 27 000 points de charge, dont 16 000 bornes qui sont accessibles au grand public. Et l'objectif de Lidl, en fait, c'est d'installer des bornes à proximité des autoroutes qui chargent jusqu'à 50 kW notamment, aussi dans les zones rurales. Et l'objectif annoncé, c'est d'avoir en fait une station de charge disponible à une distance maximum de 50 km. Donc entre deux stations de charge. Donc en moyenne, la distance sera plutôt de 20 km d'après le responsable des services chez Lidl Allemagne. Et ils annoncent également que l'électricité qui sera fournie via ces chargeurs sera 100% en provenance d'énergie renouvelable. Alors, la plateforme nationale pour la mobilité électrique, la NPE en Allemagne, annonce, elle, qu'il faudrait 70 000 bornes publiques et 7100 bornes rapides en 2020 pour subvenir aux besoins si on tient compte des chiffres qui sont annoncés en termes d'objectifs sur les véhicules électriques dans ce pays-là. Alors, on a notamment Bruno qui nous a envoyé aussi une petite photo où il a dit, ben voilà, première installée au Luxembourg déjà, et donc il nous montre une petite photo d'une station Lidl au Luxembourg, donc il n'y a pas qu'en Allemagne, qui est équipée une pompe. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne initiative, et en fait c'est assez malin aussi stratégiquement, puisque l'enseigne va finalement attirer des clients chez eux grâce à la charge de leur véhicule, quoi. Les gens qui ont une véhicule électrique vont peut-être choisir cette enseigne-là juste parce que pendant qu'ils font leur course ils pourront charger le véhicule. Donc c'est plutôt malin. C'est ce que Bruno me disait. Seulement... Il me disait, j'irai faire mes courses là. Voilà. Parce qu'il faut préciser aussi que notre chroniqueur Bruno a acquis récemment une voiture électrique, et donc c'est d'où la raison pour laquelle maintenant il fait des photos de stations de recharge électrique. Voilà. Sinon, les autres magasins, j'espère que les autres magasins vont s'y mettre Ikea l'a fait, très vite, parce qu'en fait, sinon ils vont effectivement, ils pourraient perdre des clients. Ouais. Ikea l'a déjà fait, par exemple. Et ce serait tout au bénéfice du consommateur, quoi. Donc effectivement, c'est par là que ça passe. Hein. Dès le moment où les industriels et les commerçants, etc., vont se rendre compte que ça leur apporte des clients et que ça va leur apporter des pépettes, ils vont aller dans le bon sens. Vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, c'est mon sentiment. Moi, je le partage. M. Comme messagerie, je l'avais évoqué la semaine dernière, c'est marrant, cette histoire-là. On se rappelle tous la semaine dernière de la fameuse panne Facebook et du fait que les gens se sont tournés vers différentes possibilités. L'une d'entre elles, c'était Pornhub. C'est pas de la blague. C'est-à-dire que quand Facebook... Ça, j'ai pas suivi. Si, ça je vous assure. Quand Facebook tombe en panne, c'est... Oh, et du cul. Et l'autre chose, je l'avais évoqué aussi parce que ça commençait à filtrer, c'était d'aller sur une autre messagerie, d'essayer autre chose. Et Telegram a sorti son épingle du jeu, Xavier. Voilà, il y a Tinder, mais il y a aussi Telegram. Oui. Donc le boss de Telegram, Pavel Durov, s'est félicité en fait des suites de la panne, puisqu'il a annoncé une augmentation de 3 millions d'utilisateurs. Et il a d'ailleurs annoncé aussi et assuré que ces nouveaux venus resteraient très probablement sur la messagerie, parce que il n'a pas manqué de rappeler que eux font très attention à la protection des données privées, que les données sont chiffrées de bout en bout, etc. Et donc s'il y en a bien un qui s'est frotté les mains sur suite à la panne de la messagerie de Facebook, c'est Pavel Durov, donc le boss de Telegram. Donc les gens sont quand même fort peu fidèles. Une petite panne. Telegram. Hein. Non, mais c'est ça. Mais t'imagines, je dis ça, mais ça va être mal interprété une fois de plus, mais une petite panne et on va directement voir ailleurs.
C'est l'histoire de notre vie, les gars. C'est humain. Je suis pas encore là. Que la petite panne ou... Oui, voilà. On est à la lettre T comme troll, au pluriel, si vous le voulez bien. C'est Marc qui nous en parle, de l'extension Tune, qui va nous délivrer, paraît-il, des trolls sur le web. Il faut que tu nous expliques un petit peu ça dans le détail, s'il te plaît bien. Paraît-il. Alors, Tune, c'est un plugin pour Chrome. C'est un truc qui est fait par Google. Donc, on aurait pu de nouveau le mettre dans Google, mais on a quand même un peu voulu splitter. On a voulu changer le nom du podcast aussi. Hein. C'était les techno Google. Mais non. Enfin, donc, déjà qu'on fait un truc sur l'alphabet. Joli. Google va nous proposer une nouvelle extension Chrome qui s'appelle Tune. Et le but est de masquer les commentaires toxiques. Ça, c'est la version originale. Alors bon, donc apparemment c'est pas un scoop, les trolls pullulent sur le web, c'est néfaste, c'est pas bon, ça crée des fake news, ça crée des complots, ça crée des comportements négatifs, des comportements haineux, et donc voilà, Google, comme d'habitude, quand il y a un problème pareil, ils le prennent à bras le corps, ils mettent leur aume et leur armure de chevalier blanc, leur grande épée, et boum, on y va au combat joyeusement. Et donc ici, ça s'appelle Tune. Pourquoi je s'appelle Tune, ça n'a aucun rapport avec des trolls, je sais pas, soit ou bien chanson, voilà. Peut-être la chanson guerrière qu'on va pour tuer les trolls, j'en sais rien. Toujours est-il que Tune va s'appuyer sur une intelligence artificielle, alors voilà, de nouveau, le gros mot fourre-tout, pour pouvoir cacher les 10 commentaires. Et donc, le plugin, qui est déjà annoncé comme compatible avec Reddit, avec Facebook, avec Twitter, avec YouTube et avec les principaux, donc... alors, par contre, ils n'ont pas annoncé s'ils sont compatibles avec 4chan et 8chan, à mon avis, non, ils vont se faire peur avant. Le truc, donc, carbure à l'intelligence artificielle et à la capacité d'évaluer en temps réel le degré de toxicité des commentaires écrits sur les réseaux. Alors, le truc qui me fait toujours marrer, au-delà de l'utilisation abusive de ce complexe d'intelligence artificielle, mais on s'est déjà plus que largement répondu sur le sujet, donc vous savez très bien ce qu'on pense là-dessus, c'est que, voilà, encore une fois, c'est un truc qui, même si c'est une intelligence artificielle censée être impartiale à la base, elle aura été alimentée par des gens qui ne le sont pas. Donc, il y aura toujours, dès le départ, un parti pris et un biais qui sera posé sur ce qui doit être considéré comme politiquement correct, ce qui doit être considéré comme utilisable, ce qui doit être considéré comme visible ou ce qui ne l'est pas. Et donc, en fait, il y a un système d'évaluation qui est classé d'une toxicité très faible à une toxicité très importante. Et il y a derrière une bibliothèque de mots-clés alimentée par un moteur d'inférence, et Tune va pouvoir repérer tout ce qui est négatif et le bloquer. Alors, tout ce qui est négatif, par définition, pour l'instant, c'est classé en 3 catégories: les insultes, les blasphèmes et les attaques. Alors moi, j'ai déjà un gros problème avec le deuxième, les blasphèmes. On doit pouvoir blasphémer tout ce qu'on a envie. C'est les Québécois qui sont mal, hein, c'est sur ce coup-là, parce que ça fait que tous les ah mais oui, Calice, etc. Voilà, etc. C'est mal barré. Non, mais de toute façon, bon voilà, la notion de blasphème pour moi est un droit inaliénable, donc point. Ça c'est mon avis, mais je l'assume parfaitement. Les insultes, oui bon, les insultes ad hominem et les trucs pareils ad personam. On est arrivé quelque part dans un contexte où un débat sain ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas un minimum de savoir-vivre. De temps en temps. Voilà, oui, mais un minimum de savoir-vivre, on peut mettre les formes, quoi. On peut mettre les formes, on peut mettre les gants, on peut éviter de s'engueuler en majuscule, on est tout à fait d'accord. On peut éviter de balancer les points Godwin ou de sortir les réductions, les reducto habitlerum, ça voilà, on les connaît tous, mais ça fait partie du débat aujourd'hui. Ça fait partie des trolls aussi, et c'est un peu ce qui donne le charme de nos réseaux sociaux. Donc avoir un truc pareil, alors dont l'installation reste, encore une fois, j'espère bien, conditionné à votre volonté propre. Bien sûr. Il n'est pas question de se voir imposer le bidule. Maintenant, à partir du moment où Chrome impose ce truc, ce sera bye bye Chrome et bonjour Firefox. Ça, c'est clair. Autre chose. Oui, enfin, c'est ça. Et le second degré. Et le second degré, voilà. Je ne suis pas certain qu'un truc pareil soit capable d'interpréter du second, ou même dans certains cas du 3e, ou du 4e, ou du 1e degré. Et parfois, le 1e degré, ça a quand même du bon. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que le truc aura été biberonné à la mentalité américaine, où rien ne doit filtrer, sous peine de se prendre une armada d'avocats sur la tronche. Oui, il y a ça aussi. Moi, je trouve que toute cette énergie serait beaucoup mieux utilisée
s'amuser à faire des outils et des plugins qui débusquent les fake news et des choses du genre, par exemple. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant et un peu plus en l'air de temps aussi, hein, soyons clairs. Mais ça a été fait. Ça a été fait. Et les gens ne veulent pas l'utiliser. Et les gens ne veulent pas l'utiliser, ça c'est un. Et deuxièmement, l'efficacité des trucs en question, c'est révélé nettement questionnable. Donc voilà, c'est très sujet à caution. Et de nouveau, ça participe d'une interprétation. Qu'est-ce qui peut être considéré comme fake news? Il y a des actualités totalement authentiques qui vont être décrédibilisées sous le spectre de news. Je vais te donner un exemple récent suite à ce qui s'est passé. Enfin, on ne va pas refaire l'actualité générale ici, mais quand il se passe un attentat quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va vous ressortir une image qui n'a absolument rien à voir avec le contexte et vous retaper une nouvelle légende en dessous. C'est juste l'antériorité d'une image, que ce soit de la vidéo ou des photos, qui pourrait être analysée de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide sur les réseaux sociaux, par exemple, avant que ça ne percole. Voilà. Parce que bien souvent, les sites qui font ça le font très bien en général. Hein. Je pense au Figaro, par exemple, en France, mais aussi Le Monde. Ils ont un compte qui comme ça, déniche les fake news. Mais c'est souvent quand ça a déjà été partagé 50 000 fois ou 100 000 fois, et c'est déjà un peu tard. Alors qu'on pourrait le faire dès le départ. Quelqu'un publie un truc, une image avec un discours qui ne va pas avec, pouf, on le bloque, tu vois. C'est avec certains garde-fous, et il faut évidemment rester vigilant sur la manière dont on contrôle aussi ce type d'outils. Mais je pense que ce serait beaucoup plus intéressant qu'un truc qui va juste bloquer un troll. Voilà. Alors après, il faut voir le niveau du troll aussi, la qualité du troll, hein, parce qu'il y a des trolls de qualité, paraît-il. Donc voilà. On a fini avec la lettre T, c'est bon ? On va juste préciser que pour l'instant, le truc existe à l'état expérimental, et que voilà, Google précise que le bidule était plutôt un dispositif visant à montrer aux gens comment la technologie d'apprentissage automatique peut aider à modérer les discussions en ligne. Oui. Voilà. On verra. Hein, ça c'est pas gagné, mais... Voilà. Enfin, si vous avez envie, c'est téléchargeable sur le Chrome Store. Amusez-vous, lâchez-vous et dites-nous ce que vous en pensez. Ah ouais, mais n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est... Oui, il faut... Moi, on est tous d'accord avec ça, avec les technos de manière générale. On commente l'actualité, on vous donne notre avis, ou en tout cas, mes petits camarades vous donnent leurs avis. N'hésitez pas à vous forger le vôtre. C'est un peu ça, le gagnant-gagnant du truc aussi, c'est que chacun aille un petit peu tester les choses, et revenez-nous avec votre opinion et ce que vous en avez tiré. Nous, on est toujours preneurs de ce genre d'informations. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode avec la lettre V. V comme VR. On va parler d'Oculus et de l'Oculus Rift S qui a été présenté, Xavier. Oui, en fait, pour rappel, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la Game Developers Conference pour le moment à San Francisco, donc qui se tenait du 18 jusqu'à demain, le 22 mars. Et lors de cette conférence, Facebook a annoncé le successeur et remplaçant de l'Oculus Rift, qui est l'Oculus Rift S, qui va être vendu à $399. Le design de cet appareil a été fait en partenariat avec Lenovo. Alors, il dispose d'un simple écran LCD d'une résolution de 1280 x 1440, mais il a 5 caméras et il y a une technologie qui s'appelle le Tracking Oculus Insight et qui va permettre, grâce à cette nouvelle technique de tracking, de pouvoir se passer des balises qu'il fallait installer dans la pièce pour pouvoir être repéré dans l'espace. Et donc, on doit plus mettre ça avant de mettre le casque, et donc ça va faciliter l'utilisation. Alors, l'appareil est vendu au même prix qu'une autre version d'un Oculus, et donc il y a un peu des critiques, puisque cette version-ci se veut être le haut de gamme, mais comme il est vendu au même prix qu'une autre version, il y a un petit quiproquo qui pourrait se faire. Mais donc voilà, le haut de gamme maintenant d'Oculus, c'est l'Oculus Rift S, qui a été annoncé lors de la conférence. Et voilà. Il y a rien, pas grand-chose d'autre. C'est juste, voilà, on n'a pas suivi tous les jeux, etc. Mais là, c'est une évolution technologique d'un appareil qui a quand même connu son petit succès. Et je trouve qu'il est dans un budget, alors c'est très élevé, je vais pas me le payer. Je vais pas me le payer demain, mais c'est accessible quand même pour
pour les gens qui sont intéressés par ce genre de technologie. L'Oculus Rift, déjà à la base, était assez gourmand. Hein. Il fallait déjà une bonne carte graphique derrière. Ouais, il faut une machine, oui. Là, on parle juste de l'appareil, évidemment. Oui, c'est ça, voilà. Donc, il faut la machine qui suit derrière. Ouais. Ouais, donc ça, c'est ça le vrai problème. Heureusement, il y a des salles, des gens qui s'organisent pour faire des rendez-vous, pour vous faire tester ce genre d'applications et d'objets qu'on ne se payerait peut-être pas pour soi, mais dans une association, pour une entreprise qui a envie de faire des incentives et des choses du genre, ça peut être sympa. Il y en a d'ailleurs un tout près de chez moi où je suis encore jamais allé. Il faudrait que j'aille faire un petit tour parce que j'ai encore jamais testé en fait ces technologies, à part le fameux manège à Disney. C'est ça? Non, mais le chenillard, là, je sais plus comment on appelle ça, les montagnes russes. Ah oui. J'ai vu ça comme ça sur un smartphone, mais j'ai encore jamais testé plus. Sur un smartphone. Je me dis, tiens, on est en train de s'égarer, il va me parler tout de suite de je sais pas, du parc Astérix ou qu'est-ce qui se passe On est à la lettre oh là là, on arrive à la fin. La lettre W, comme le oui mais non, ça arrive de temps en temps, hein, qui est un oui mais non. Oui mais non, vous le savez, c'est cette actualité qui sort un petit peu de l'ordinaire, dont on n'aurait probablement pas parlé en temps ordinaire, mais pourquoi pas, finalement. Et c'est Marc qui nous l'apporte cette semaine, cette news un petit peu extraordinaire. Ouais, je vous ai dégoté un truc qui est un peu à la croisée de la philosophie existentialiste et du bon gros taf de pétard, mais bien roulé serré, quoi. Parce qu'à mon avis, il a dû fumer, monsieur. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypothèse de simulation ? Non, enfin pas de. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'hypothèse que quelqu'un simule, mais je ne connaissais pas l'hypothèse. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. Je reviens avec ma petite panne, si vous voulez. Alors, l'hypothèse de simulation, c'est un truc en fait qui n'est pas nouveau du tout, qu'on peut retracer pour ceux qui ont fait un jour philo dans leur vie au mythe de la caverne de Platon. Donc, vous vous rappelez, monde réel, monde imaginaire, avec les images de l'un qui se projettent sur le mur de l'autre, pour en fait au fil des ans, commencer à mêler philosophie, sciences cognitives, futurologie, transhumanisme, et pour arriver au postulat qui nous a été livré par quelque chose que moi je considère toujours comme un chef-d'œuvre du 7e art, c'est Matrix. Avec le concept de la matrice. Mais le concept de la matrice, donc cet univers connecté où finalement nous sommes les acteurs involontaires d'une simulation vidéo, d'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui avait déjà été à l'époque même évoqué par René Descartes et par des philosophes comme Locke, Berkeley, etc. Donc, si vous avez envie de vous faire une culture sur le sujet, il y a un article sur Wikipédia qui s'appelle « Hypothèse de simulation » qui est pas mal fait du tout. Moi, où je veux en venir avec cette news un peu amusante, c'est qu'on a un monsieur qui est quand même aussi une pointure de l'informatique et de l'IT, c'est George Hotz, qui est un des hackers les plus célèbres au monde. C'est quand même lui qui, à l'origine, a déplombé l'iPhone, a déplombé la PS3, s'est pris un méga procès contre Sony, a développé une série de solutions assez sympas pour s'affranchir de plein de contraintes et finalement a lancé une start-up qui s'appelle Coma.ai qui vise à rendre les voitures autonome, mais pas n'importe quelle bagnole. Votre bagnole à vous, vous lui mettez un truc, un autre truc, et voilà, elle roule toute seule. Hacker votre voiture, quoi. Voilà, il hack votre voiture. C'est un hacker fou. Par contre, il y a quelque temps, dans le cadre d'une conférence qui s'appelle South by Southwest, donc c'est plus connu sous le nom SXSW. C'est un peu genre TED, mais beaucoup plus axé culture et technologie. Etc., voilà. Il a fait un exposé qui s'appelait Jailbreaking the Simulation, donc jailbreaker la simulation. Il est toujours très en phase avec ce concept de hacking, jailbreak, etc. Et il a développé donc le concept selon lequel, et de nouveau, c'est pas un concept out of the blue, c'est un truc sérieux, des tas de spécialistes, des tas de philosophes, des tas de futurologues, des tas de gens extrêmement compétents et sérieux se sont déjà penchés sur cette hypothèse, donc que nous ferions en fait nous serions dans une simulation avancée qui serait soit observée par une créature surnaturelle supérieure qu'on ne peut pas définir parce que nous n'avons pas la capacité d'abstraction nécessaire. Hein, c'est le paradoxe de l'observeur et de l'observateur. Voilà, la personne qui est observée ne sait pas déterminer qu'elle l'est. Ou alors par une intelligence artificielle ultra développée et quelque part, donc nous ne serions qu'un paquet de bits qui tournent dans une simulation informatique.
Alors, cette hypothèse de simulation, et là, je l'ai dit, était maintes fois débattue. Par contre, l'approche que George Hotz prend pour essayer de résoudre ce paradoxe de la simulation est assez intéressant, surtout quand on connaît le bonhomme et qu'on sait à quel point il peut être pragmatique, parce que grosso modo, ce qu'il propose, c'est de créer une nouvelle religion. Et là, c'est là qu'on rejoint donc la philosophie vraiment de très haut niveau, rejoint le gros pétard bien serré, parce que finalement, son but, c'est de créer une religion dédiée à la cause, parce qu'il part du principe que les entreprises commerciales, les entreprises, les corporations, les gouvernements ne sont pas adaptés à la lutte qui permettrait de libérer l'esprit humain de l'emprise sous laquelle il se trouve. Il n'y a aucun moyen de gagner, si ce n'est de réaligner par la religion les efforts de la société pour sortir de la simulation. Et quand on lui demande sur quoi il se base, alors il a la réponse la plus empirique qu'on peut trouver, parce qu'il n'y a aucune preuve que c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Donc voilà, alors du coup il y a pas mal de gens qui se sont demandé s'il était vraiment convaincu de ce qu'il disait ou s'il était en train de se préparer dans une reconversion vers le stand-up, parce que finalement l'informatique ça marche pas aussi bien, mais il a quand même répondu, est-ce que j'y crois vraiment? Alors certains jours oui, d'autres jours non, et en fait il y a des moments où je sais même pas ce que je pense jusqu'au moment où je le dis. Est-ce que peut-être qu'il s'est remis à relire les pensées de Pascal, par exemple, des choses comme ça? Peut-être qu'il s'est remis à relire les pensées de Pascal, peut-être qu'il s'est replongé dans Leibniz, je sais pas. Voilà. On a tous comme ça parfois des fulgurances philosophiques, on éprouve le besoin de se reconfronter à la nature profonde de la réalité humaine, mais bon, là, il a dû fumer des substances, le monsieur, quand même. Bon, ben voilà, pour conclure donc ce 206e épisode des Technos, j'avais envie de conclure avec un truc, mais c'est pour les vrais, ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Donc, en général, en fin d'épisode, on arrive à peu près 30% de ceux qui ont commencé à nous regarder sont encore à la fin. Je voulais partager avec vous un truc que j'ai découvert. Alors, je vais peut-être me faire passer pour un blaireau, je n'en sais rien. Je ne regarde pas souvent la télévision et encore moins les séries de manière générale. J'ai commencé à regarder parce que c'est disponible, les 3 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video, The Expanse, une série splendide, voilà. Exceptionnel. C'est ce qui manquait actuellement à la télévision depuis Battlestar Galactica, j'ai envie de dire, il n'y avait plus rien eu. Ce truc-là, je viens d'entamer la 3e saison, je les dévore, et j'attends avec impatience la 4e saison qui est annoncée, toujours sur Amazon Prime, donc c'est pas pour faire de la pub pour Prime, mais c'est eux qui ont les droits. C'est une série d'une richesse hallucinante. Et les bouquins sont exceptionnels aussi. Et c'est surtout quelque chose qui transcende la science-fiction. C'est de la politique, c'est de la sociologie. Oui. C'est magnifique. Et c'est bien produit. Elle n'est pas dispo sur Netflix aussi? Il l'a été. Les 2 premières saisons étaient disponibles sur Netflix, et puis c'est Sci-Fi, la chaîne de science-fiction, qui l'a repris derrière, et ils n'ont pas voulu produire la 4e saison, et à ce moment-là, Amazon a repris le bébé, et donc... Donc voilà, c'est mon conseil du jour. J'en fais pas souvent, soyons clairs. Je suis pas du tout expert en la matière, mais là, sur ce coup-là, quand même, j'ai passé, et je passe encore d'excellents moments avec ce truc qui est vraiment bien produit et bien ficelé. Enfin, ça donne envie de lire le bouquin aussi. Je donne aux recommandations des séries télé. Moi, j'en ai une à vous recommander aussi qui est exceptionnelle. La 2e saison vient de se terminer. Ça s'appelle Counterpart. C'est une histoire qui évolue, c'est très complexe, c'est de la politique de très haut niveau, ça évolue autour du concept de réalité parallèle. Mais j'en dirai pas plus parce que ce serait déforcer le truc. Si vous arrivez à mettre la main dessus et à le regarder, c'est un délice, franchement. Ah bah voilà, encore un bon conseil. Xavier, un conseil On va faire un podcast pour les fans de séries. Peut-être, il y en a déjà beaucoup. Merci encore une fois de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de cliquer sur les pouces pour nous remercier, pour vous remercier, pour partager, pour voilà. Pareil sur les plateformes de podcast habituelles, les étoiles, les commentaires et tout ça, ça aide à faire grimper entre guillemets notre podcast par rapport aux autres, à l'ensemble, de sortir un petit peu le nez hors de l'eau et de se faire un petit peu plus connaître. C'est notre seul salaire, on l'a déjà dit. Donc merci encore
encore à vous si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, on vous en voudra pas, mais c'est mieux. soyons très clairs. Merci en tout cas à Marc, merci à Xavier. On se retrouvera très prochainement, la semaine prochaine. Je sais que Bruno est de retour, mais je ne sais pas avec qui, avec un autre chroniqueur, ça c'est sûr. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.